Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans les petites et moyennes capitalisations boursières, autrement dit les PME cotées françaises et européennes. C'est le domaine d'expertise d'Indépendance et Expansion Asset Management. Son président, gérant de la stratégie, est avec nous en plateau, William Higgins. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Oui, quand même. 30 ans d'expérience dans cet univers des PME cotées françaises et européennes. La stratégie que vous pilotez, vous la pilotez depuis 30 ans, je le dis, avec une performance annuelle moyenne à 2 chiffres, pour donner quand même un ordre pour être précis. 13%, voilà, pour être précis, en moyenne chaque année depuis 30 ans sur cette stratégie que vous pilotez. Un peu d'expérience ne fait pas de mal, William Higgins. Quel est l'état des lieux que vous dressez? Quelles sont les constatations qui vous viennent à l'esprit quand vous regardez votre univers d'investissement aujourd'hui, les small et mid-cap françaises et européennes, qui commencent à accuser quelques années successives de sous-performance par rapport au large cap? Oui, alors d'abord, il faut faire une différence entre la France et l'Europe. C'est-à-dire, en France, le CAC a surperformé de 40% à peu près sur les 5 dernières années, les petites valeurs, alors qu'en Europe, les grandes valeurs et les petites valeurs n'ont rien fait sur 5 ans. Donc, il y a un facteur français qui est que dans les large caps, il y a Total et LVMH qui ont bien marché et qui ont tiré l'indice. D'une façon plus générale, la hausse du dollar est favorable aux grandes valeurs parce que normalement, elles facturent plus en dollars que les petites valeurs. Et il y a un troisième facteur, mais je ne m'explique pas pourquoi ça ne fonctionne pas en Europe, c'est que l'ESMA a décidé d'embêter les gérants sur la liquidité de leur portefeuille. L'autorité de régulation européenne. Voilà. Ouais. Donc globalement, disons, tous les investisseurs veulent des fonds à liquidité journalière, et l'ESMA, dans sa grande logique, a dit, dans ce cadre-là, vous devez pouvoir liquider votre portefeuille dans la journée. Ce qui, si on est logique, ça interdit de faire des petites valeurs. Et il y a des départements compliance qui ont expliqué aux gérants un peu trop aventureux que ça serait bien qu'ils vendent leurs petites valeurs. Ça veut dire que l'explication de la sous-performance spécifique, notamment des petites capitalisations françaises, ce sont des facteurs, alors le biais de composition des indices, par exemple, large cap notamment, etc. Mais ce n'est pas une remise en cause de la thèse historique d'investissement dans cet univers qui est une thèse de surcroissance, on va dire, enfin, d'un régime de croissance opérationnel plus élevé que celui des grandes multinationales cotées. Cette thèse-là, elle reste valable, William Higgins? Cette thèse, elle est toujours vérifiée. Bon, si on prend sur 30 ans, puisque c'est quand même ma référence, le CAC a dû faire 450% environ. L'indice petite valeur a fait 650%. Donc effectivement, il y a 5 ans mauvais, mais il n'y a pas de raison que ça change intrinsèquement. Pour plusieurs raisons. Un, le chiffre d'affaires des petites sociétés croît plus vite que celui du CAC 40. Deux, leur rentabilité s'améliore quand il y a des cracks un peu plus vite que les grandes valeurs. Et pour moi, le gros avantage des petites sociétés, c'est que l'information circule mieux et que c'est quand même un facteur de surperformance. L'information circule mieux ? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas forcément intuitif Non, alors pour moi, j'ai découvert ça au sein de ma propre société quand mon fils m'a rejoint. Disons, moi j'ai une toute petite structure de 12 personnes. Ouais. Et de temps en temps, quand il y a quelqu'un de l'équipe sort de mon bureau, j'ai le sentiment que ça s'est bien passé. Et j'ai mon fils qui arrive quelque temps après en disant elle a très mal pris ce que tu lui as dit, etc. Et c'est là où je me suis dit, finalement, les petites valeurs, les petites sociétés familiales... Les petites structures, les petites organisations. Non, plus familiales. Parce que, si vous avez des salariés, il y a quand même il y a des choses qui ne vont pas vous dire. Il y a moins de perte d'informations. Ouais. Alors que quand c'est familial, et que notamment vous avez des enfants, ou des parents d'ailleurs, parce que ça peut être les deux,
ils n'hésitent pas à vous dire tout ce qui va mal, et notamment ce que vous faites mal. Non, bien sûr, mais c'est un vrai atout. Et puis, il y a des études académiques sur la surperformance du capitalisme familial par rapport à d'autres types de capitalisme. Oui, parce qu'en plus, pour être clair, il y a un truc qui m'amuse toujours, c'est à une époque, il y avait la mode des stock options, et que les sociétés familiales surperformaient les grandes et ne donnaient jamais des stock options. Ouais. Parce que fondamentalement, le salarié qui reçoit des stock options a tendance à les sous-valoriser, et que si tout va bien, ça vaut quand même beaucoup d'argent. Donc si vous êtes actionnaire majoritaire, vous ne donnez pas de stock options. Par ailleurs, il y a un autre facteur amusant cette fois-ci, c'est tout le monde parle de la gouvernance, etc., et que les sociétés familiales, d'après certains, sont mal gouvernées parce que globalement, il n'y a pas de directeur indépendant, d'administrateur indépendant en bon français. Moyennant quoi, la plupart des dirigeants de sociétés familiales sont mal payés par rapport aux salariés qui sont dirigeants. Donc, il y a quand même des petits avantages d'investir dans les sociétés familiales. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que du mauvais dans la gouvernance familiale. Non, il n'y a pas du mauvais. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans ce marché, William Higgins ? Et qu'est-ce qui caractérise votre processus d'investissement, expérimenté depuis 30 ans avec les performances qu'on a pu citer, William Higgins ? Et quel type de valeur est-ce que vous ciblez aujourd'hui, là, dans ce moment de marché ? Alors, nous, on fait toujours la même chose, quel que soit l'état du marché. Donc, on privilégie les sociétés mal valorisées. Notre vision, c'est que nous sommes incapables de prévoir l'avenir, mais que les autres investisseurs ne sont pas beaucoup plus doués que nous. Donc, le fait qu'un titre soit sous-valorisé ne garantit pas qu'il va avoir des problèmes. Et pour avoir des sociétés qui ne connaissent pas de problème, nous avons un deuxième critère, qui est la rentabilité des fonds propres. Voilà. Si vous avez un marché où la rentabilité des fonds propres est à peu près 7%, et que vous investissez systématiquement dans des sociétés qui sont plutôt à 15%, vous investissez dans des sociétés qui ont probablement pas de qui ont des concurrents pas trop agressifs, donc vous avez un avantage compétitif. Et avec un peu de chance, ça va durer quelques années. Donc ça, c'est vraiment la base de notre stratégie. Après, on voit les dirigeants des entreprises, on lit les rapports annuels, ce qui... Ça fera plaisir au service de direction de l'information financière de ces entreprises. Non, mais à un moment, je faisais partie d'une commission de l'AMF, et que même l'AMF était en train de craquer en disant on demande trop de choses, à quoi ça sert ? Rapport annuel, ça fait 100 pages, personne ne les lit, etc. La réponse, c'est non, ça sert pour les gens qui acceptent de les lire. Et à la limite, c'est le moyen le plus simple pour gagner de l'argent en bourse. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que la responsable investisseur de Renault, je crois, avait dit « Heureusement que les investisseurs ne lisent pas les documents, le document de référence, parce que sinon, ça serait trop dur pour nous. » Donc, il y a beaucoup plus d'informations. Et je ne fais pas partie des gens qui pleurent la période géniale où les brokers faisaient des études approfondies, etc., parce que les rapports annuels ont effectivement rempli L'information est disponible et accessible à tous aujourd'hui pour ces entreprises publiques cotées. C'est un marché d'opportunités aujourd'hui. Concrètement, là, qu'est-ce qui incarne votre processus d'investissement que vous avez pu décrire brièvement dans les valeurs, les positions, les convictions que vous défendez dans la stratégie aujourd'hui ? C'est une valeur du type Katana qui, avant ce matin, avait un pricing de 6. Donc le yachting, c'est ça, Katana ? Oui, alors Katana, ça fabrique des catamarans. Disons, le nom est presque catamaran. Et en fait, ils ont loupé... Ils n'ont pas réussi à faire le chiffre d'affaires qu'ils avaient annoncé pour l'année dernière. Ils clôturent au mois d'août. Et le marché les a punis brutalement, parce qu'ils devaient faire 160 millions de chiffre d'affaires. Ils en ont fait 146. Parce qu'il y avait des pénuries. Parce que, comme ils avaient des pénuries, il y avait des bateaux qui devaient être livrés au mois de juillet. Et quand ils ont dit aux clients, ça ne sera pas juillet, ça sera au mois d'août, les clients ont dit, au mois d'août, j'ai d'autres choses à faire. Donc, ils ont perdu 2 mois de vente. Mais ils ont quand même fait pratiquement 30% de croissance l'année dernière. Ils sont en train de faire 30% de croissance cette année.
Donc c'était une valeur de croissance, mais là, le marché les a punis assez sévèrement. Ah oui. Donc le price earning qui avait tendance à être plutôt à 8 est redescendu à 5. Et globalement, c'est une valeur de croissance avec un price earning de 6. Disons, on ne voit pas le problème, bien qu'on peut dire que il y a un petit ralentissement de la demande cette année, mais ce n'est pas pour ça que le cours s'est effondré. Et globalement, ils ont un carnet de commandes qui leur permet de couvrir 3 ans, donc ça peut être pire. Et juste, le temps va nous manquer, William Higgins, mais des opportunités comme Katana, enfin, je veux dire, vous en trouvez aujourd'hui beaucoup. Il y a un moment d'opportunité. Je sais que la question du timing est toujours difficile et que c'est sans doute pas ce que vous cherchez. J'ai bien compris, mais au regard de vos critères, est-ce qu'aujourd'hui c'est un marché d'opportunité ? Non, les valorisations étaient très bonnes, mais c'était il y a 2 mois, on avait un price earning de 8. Bah oui, depuis ça a monté. C'était le plus bas historique, ça nous rappelait 2009. Début 2009. Oui, bien sûr. Donc bon, c'était facile d'investir quand le price earning était à 8, à part que je ne l'ai pas fait. Non, mais je ne l'ai pas fait à titre personnel, parce que le fonds est toujours investi à 100%. Oui, d'accord. Donc on ne se pose pas la question du timing. Aujourd'hui, les valorisations... Bon, si les price earnings étaient à 8 il y a 2 mois, on doit être à 10, ce qui est quand même pas très cher. Moi, je suis plus optimiste. Enfin, j'étais le plus optimiste à la fin de l'année dernière. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que l'optimisme... Vous avez été rejoint ? Non, parce que il se trouve que dans ma jeunesse, j'étais monétariste et que je me rappelle qu'il y a quelque chose qu'on appelle la vélocité de la monnaie et que globalement, comme on a créé 30% de masse monétaire en 3 ans, même si les banques centrales essayent de réduire, d'augmenter les taux, etc., ils n'ont plus la main. Parce que comme l'inflation a remonté, la vélocité de la monnaie va exploser. Et donc, ce qui garantit, entre parenthèses, une demande relativement élevée cette année, que même si les taux montent. Oui, effectivement, on sent que l'optimisme est en train le niveau d'optimisme est en train de remonter quand même, alors à la faveur d'une très belle performance de début d'année, notamment sur les marchés européens. Il faut qu'on s'arrête, William Higgins, mais je serais ravi que vous puissiez revenir pour faire le point sur cet univers d'investissement que vous connaissez particulièrement bien, les PME cotées en France et en Europe. William Higgins, le président et gérant de la stratégie d'indépendance et expansion Asset Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.